Imaginez un instant cette sensation terrible, cette panique pure de ne plus pouvoir reprendre son souffle. C'est une urgence absolue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet médical qui est vraiment fondamental. L'insuffisance respiratoire aiguë chez l'adulte. Oui, et pour ça, on s'appuie sur une source très solide, un chapitre de manuel médical. Il détaille vraiment comment les médecins diagnostiquent et puis comment ils gèrent cette situation critique. L'idée, c'est qu'on va décortiquer tout ça ensemble pour comprendre ce qui se passe dans le corps quand la respiration lâche, comment reconnaître les signaux d'alarme, et puis quelles sont les étapes clés qui peuvent sauver une vie. C'est parti, on va suivre ce cheminement. De la détresse qu'on peut voir à l'œil nu, jusqu'au diagnostic posé, et de l'action d'urgence à la grande enquête pour trouver la cause. C'est une véritable course contre la montre. Bon, pour commencer, il faut qu'on clarifie les termes. Je vois dans la source qu'on parle de dyspnée, de détresse respiratoire, d'insuffisance respiratoire. Pour moi, ça sonne un peu pareil, c'est la même chose, non ? C'est une excellente question pour démarrer. Et non, ce n'est pas du tout la même chose, et la nuance est capitale. La dyspnée, c'est le ressenti, c'est purement subjectif. C'est la personne qui dit « j'ai du mal à respirer, je manque d'air ». D'accord, ça c'est le symptôme. Ce que le patient, lui, il exprime. Exactement. On ne peut pas le mesurer, on l'écoute. Ensuite, il y a la détresse respiratoire aiguë. Et là, on passe à l'objectif. C'est un diagnostic clinique. C'est ce que n'importe qui peut voir, même sans stéthoscope. Ce sont les signes visibles qui montrent que le corps se bat pour chaque bouffée d'air. D'accord. Et enfin, l'insuffisance respiratoire aiguë, là, c'est la confirmation biologique. On fait une prise de sang, on mesure les gaz, et les chiffres prouvent que l'oxygénation du corps n'est plus assurée correctement. C'est beaucoup plus clair. On passe de « je me sens mal » à « je vois que ça va mal » et enfin, les chiffres le prouvent. Alors, concentrons-nous sur cette étape du milieu, la détresse visible. Quels sont ces fameux signes de lutte qu'il faut absolument savoir reconnaître ? Alors, le premier signe, c'est souvent une simple accélération. Le corps essaye de compenser, c'est la tachypnée. Il respire plus vite, tout simplement. C'est ça, au-delà de 20 cycles par minute. Mais là où ça devient vraiment un signe de lutte, c'est quand on voit le corps utiliser des muscles qui normalement sont au repos. C'est ce qu'on appelle le tirage. Le tirage, c'est-à-dire que le corps va recruter des muscles de secours. Précisément, on voit les muscles entre les côtes, les intercostaux, qui se creusent à chaque inspiration. Ah oui, comme s'ils étaient aspirés vers l'intérieur. Voilà, aspirer. On peut aussi le voir au-dessus des clavicules, du sternum. C'est le signe que le diaphragme, notre muscle principal, est abattu. Et le stade ultime de ça, le signe de gravité extrême, c'est le balancement thoraco-abdominal. Rien que le nom fait un peu peur. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un mouvement qui est complètement paradoxal. Normalement, quand on inspire, le thorax et l'abdomen se gonflent en même temps. Oui, de façon coordonnée. Là, le diaphragme est tellement épuisé qu'il est aspiré vers le haut. Résultat, le ventre se creuse quand on inspire. C'est un mouvement de bascule. C'est une image assez glaçante. Et quand on voit ça, on sait que l'arrêt respiratoire est imminent. J'imagine qu'à ce stade, le manque d'oxygène commence à avoir des effets visibles ailleurs sur le corps. Absolument. On peut observer la cyanose, cette coloration un peu bleutée des lèvres, des doigts. D'accord. C'est le signe que le sang n'est plus assez riche en oxygène. Et puis, bien sûr, il y a la mesure avec l'oxymètre au bout du doigt, la saturation, la SpO2, qui chute sous les 95%. Et en parallèle, le CO2 peut s'accumuler, c'est l'hypercapnie. Ça peut donner des sueurs, faire monter la tension et surtout provoquer des troubles de la conscience, de l'agitation jusqu'au coma. Ok, le tableau est angoissant. Face à ça, chaque seconde compte. Quelle est la toute première chose à faire ? Avant même de penser à l'oxygène, la priorité absolue, c'est de s'assurer que les voies aériennes sont libres. D'accord. Une obstruction, c'est la cause la plus brutale. Un morceau de nourriture, un œdème, si l'obstacle est complet, l'air ne passe plus du tout. C'est l'asphyxie. Et là, pas d'hésitation. Manœuvre de désobstruction comme la manœuvre de Heimlich. Mais là, la source apporte une nuance capitale. Elle dit que si l'obstacle n'est qu'incomplet, il ne faut surtout pas faire ces manœuvres. C'est contre-intuitif. Pourquoi ? C'est un point vraiment crucial. Si l'obstruction est incomplète, la personne peut encore tousser, peut-être parler, faire passer un filet d'air. D'accord. Donc il y a encore un passage.
Voilà, et si on fait une manœuvre de Heimlich à ce moment-là, on risque de déplacer le corps étranger et de le transformer en obstruction complète. On aggraverait la situation. Ah oui, d'accord. Donc la conduite à tenir, c'est... C'est de laisser la personne tousser, la mettre en position demi-assise, lui donner de l'oxygène et l'emmener d'urgence pour qu'on aille chercher l'objet avec une caméra, une fibroscopie. C'est un piège important à connaître. Alors, une fois qu'on est sûr que la voie est libre, on en vient à l'oxygène. Et là, le document tord le cou à une idée reçue tenace sur les patients qui ont une BPCO. Ah oui, le fameux mythe de l'oxygène toxique pour le patient BPCO. C'est ça. Notre source est formelle. Il faut oublier ça. Cette peur vient d'un mécanisme qui est réel, mais qui a été très mal interprété pendant des années. En gros, l'idée, c'était que si on leur donnait trop d'oxygène, ils allaient oublier de respirer. Ce qui a pu paradoxalement leur nuire en les sous-oxygénant par peur de mal faire. Exactement. Aujourd'hui, c'est clair. On ne laisse jamais un patient se noyer dans son manque d'oxygène. Tout patient hypoxémique doit recevoir de l'oxygène à fort débit, jusqu'à 15 litres par minute s'il le faut. Même pour un patient BPCO ? Oui, la seule petite différence, c'est qu'on m'a visé une saturation un peu plus basse, entre 88 et 92%, alors qu'on vise plus de 94% pour les autres. Mais le principe reste le même, l'oxygène d'abord. Ok. Donc, on a géré l'urgence, voie libre, oxygène en place. C'est là que tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer ça ? Par où est-ce qu'on commence cette enquête ? L'enquête commence par un trio d'examens à faire en urgence. Premièrement, les gaz du sang artériel, pour confirmer et quantifier. Deuxièmement, l'ECG, l'électrocardiogramme, systématique pour écarter une cause cardiaque. Et troisièmement, la pièce maîtresse, SMOOTH, la radiographie thoracique. C'est l'image des poumons qui va nous dire où chercher. C'est ça, elle peut montrer plein de choses. Une pneumonie, un épanchement, de l'air, un œdème. C'est la carte qui va guider la suite. Mais revenons une seconde au gaz du sang, parce qu'il y a un autre piège dont parlera Source. Ah, j'aime bien les pièges. Allez-y. On mesure l'oxygène, mais aussi le CO2, la capnie. Et on pourrait penser que si le taux de CO2 est normal, c'est plutôt une bonne nouvelle. Attendez, normal, ça devrait être rassurant, non ? Un médecin pourrait se dire « Ouf, de ce côté-là, ça va », alors qu'en fait... C'est exactement le piège. Un patient en détresse respire très vite, il hyperventile, donc il devrait éliminer énormément de CO2. Sa capnie devrait être basse. Ah d'accord. Si elle est normale, ça veut dire que ses muscles sont tellement épuisés qu'ils n'arrivent même plus à faire ce travail. C'est un signe d'épuisement majeur, un calme avant la tempête. C'est fascinant et terrifiant. Un chiffre normal qui annonce la catastrophe. Revenons à notre radio. Le document propose une sorte d'arbre décisionnel. Comment ça marche ? Le principe est assez logique. Si les anomalies à la radio sont bilatérales et symétriques, de deux côtés, de la même façon, voilà, on pense en priorité soit à un œdème aigu du poumon d'origine cardiaque, soit à une grosse crise d'asthme. Si, à l'inverse, l'anomalie est unilatérale, d'un seul côté, on s'oriente plutôt vers une pneumonie, un pneumothorax. D'accord. Et puis, il y a le pire scénario pour le diagnostic, j'imagine, le cas où il n'y a rien. La radio est normale. Le document parle de dyspnée sin materia, une détresse sans matière. Embêté, mais surtout très, très alerte. Parce que c'est la situation qui doit immédiatement faire hurler dans la tête du médecin « embolie pulmonaire ». Le caillot de sang. Exactement, le caillot qui bouche une artère des poumons. Et la source illustre ça avec un cas clinique parfait. Madame Z, 79 ans, qui vient d'être opérée d'une prothèse de hanche. Post-opératoire, donc qualité, facteur de risque majeur pour les caillots de sang. Précisément. Et cette dame développe brutalement une détresse respiratoire intense. Mais sa radio des poumons est parfaitement normale. C'est le tableau d'école de l'embolie pulmonaire. Et j'imagine que ça a été confirmé après. Confirmé juste après par un angioscanner. C'est l'exemple parfait qui montre qu'il ne faut jamais être faussement rassuré par un examen d'apparence normale. La clinique prime toujours. La source insiste aussi sur la complexité chez les personnes âgées, qui ont souvent plusieurs pathologies. Les pistes doivent être brouillées. Oui, et il y a un autre cas très parlant. Une patiente de 86 ans, insuffisante cardiaque connue. Elle arrive en détresse et à l'auscultation, le médecin entend des sifflements. Le premier réflexe, c'est de se dire crise d'asthme. Voilà, sauf que,
Commencer un asthme à 86 ans, c'est peu probable. Très peu probable. Et c'est un autre piège classique. En réalité, c'est son insuffisance cardiaque qui provoque un œdème. Le liquide s'accumule pas seulement dans les alvéoles, mais aussi dans la paroi des petites bronches. Ce qui réduit leur diamètre et ça siffle. Exactement comme dans l'asthme. On appelle ça un pseudo-asthme cardiaque. On traite le cœur et les sifflements disparaissent. C'est incroyable comme tout est lié. Si on prend un peu de hauteur, au niveau des mécanismes profonds, qu'est-ce qui cloche vraiment ? J'ai bien aimé l'analogie de la source qui parle de pompe et d'échangeur. C'est une analogie très éclairante, oui. On a soit une défaillance de la pompe ventilatoire. La pompe, c'est toute la mécanique ventilatoire. Les muscles, la cage thoracique, la commande nerveuse. Si cette pompe est défaillante, on tombe en hypoventilation. Le soufflet ne fonctionne plus assez, le CO2 s'accumule, c'est une panne mécanique. D'accord, la panne de la machine à ventiler. Et le deuxième mécanisme ? Le deuxième, et c'est le plus fréquent, c'est la défaillance de l'échangeur pulmonaire. L'échangeur, c'est le poumon lui-même, la surface des alvéoles où l'oxygène passe dans le sang. Le problème, c'est quand des zones du poumon ne reçoivent plus d'air parce qu'elles sont remplies de pus ou d'eau, mais qu'elles continuent de recevoir du sang. Ah, je vois. Le sang arrive, il cherche de l'oxygène, mais il n'y en a pas à cet endroit. Et il repart aussi pauvre en oxygène qu'il est arrivé. C'est exactement ça. Ce sang veineux non oxygéné se mélange au sang qui, lui, a été bien oxygéné ailleurs. Et ça dilue la qualité globale. Ça dilue la qualité, oui. C'est un véritable court-circuit. On appelle ça l'effet Schenck. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, donner juste un peu d'oxygène ne suffit pas toujours. L'air n'arrive même pas aux zones malades. Pour résumer tout ce qu'on vient de voir, la détresse respiratoire aiguë, c'est d'abord un diagnostic visuel, l'œil du clinicien. La gestion de la crise ensuite, c'est une séquence d'actions logiques, urgentes et SOMOA. On libère les voies, on donne de l'oxygène, on stabilise. Et seulement après, on lance l'enquête, pour trouver le coupable. Absolument. Les points à retenir, c'est vraiment savoir reconnaître les signes de lutte, ne plus avoir peur de donner de l'oxygène à fort débit, même à un patient BPCO, et se méfier comme de la peste d'une radio des poumons normale chez quelqu'un qui suffoque. Ça peut cacher une embolie pulmonaire. Et pour finir, une dernière pensée qui me vient en relisant la source. On a beaucoup parlé de pompe et d'échangeurs, mais le document rappelle qu'une fois l'oxygène dans le sang, il faut encore le transporter jusqu'aux cellules. Ce transport dépend de l'hémoglobine, du débit cardiaque. Oui. Ça veut dire qu'une anémie très sévère ou un état de choc peuvent provoquer un manque d'oxygène dans les tissus, même avec des poumons qui fonctionnent parfaitement. C'est toute la chaîne de l'oxygénation qui doit être intacte. Exactement. Et ça soulève une question plus large, qui dépasse notre sujet du jour. À quel point les grands systèmes vitaux de notre corps sont-ils interdépendants ? Quand un système, ici le respiratoire, semble crier à l'aide, jusqu'où faut-il regarder ailleurs pour trouver la véritable origine du problème ?